Je fais un constat simple. Issu de nombreuses discussions politiques, la plupart des débats restent prisonniers de l'émotion, en particulier de la colère et du jugement moral. On s'indigne, on accuse, on prend parti, mais on raisonne peu. Cela ne signifie pas que les émotions ou la morale soient inutiles. Elles sont souvent le point de départ de toute opinion et de tout engagement. Mais lorsqu'elles deviennent le cadre exclusif de la réflexion, elles finissent par l'appauvrir. J'ai souvent l'impression que l'on confond ce qui nous soulage émotionnellement avec ce qui est efficace rationnellement. Le débat sur la peine de mort en est un bon exemple. Les partisans de la peine capitale parlent volontiers de justice, mais ce qu'ils réclament est le plus souvent une vengeance morale. Or, la justice, selon moi, n'a pas à ressentir quoi que ce soit. Elle n'est ni en colère, ni compatissante. Elle n'est pas là pour punir au sens affectif du terme, mais pour assurer le fonctionnement d'une société en corrigeant des comportements afin de réduire la violence. Si l'on quitte un instant le registre moral pour celui de la raison, une question s'impose. Qu'est-ce qui fonctionne réellement ? Les données disponibles ne montrent pas d'effet dissuasif clair de la peine de mort. Lorsqu'on compare les taux d'homicide entre États ou pays qui maintiennent la peine capitale et ceux qui l'ont abolie ou ne l'appliquent pas, les taux d'homicide ne sont pas systématiquement plus bas là où la peine de mort est pratiquée. Par exemple, aux États-Unis, les États qui ont aboli la peine de mort ont souvent des taux d'homicide inférieurs à ceux qui l'appliquent encore. Et dans différents pays abolitionnistes, comme le Canada depuis l'abolition, les taux d'homicide ont diminué, alors même que la peine de mort n'existe plus. Les sociétés les plus sûres sont celles qui misent sur l'éducation, le niveau de vie, la prévention et la réinsertion, et non sur la sévérité spectaculaire des peines. Pire encore, un État qui se réserve le droit de tuer envoie le message implicite que la mise à mort peut être dans certains cas moralement justifiable. Or, le problème de la morale est précisément que chacun a la sienne. Allonger une peine peut dissuader des délits mineurs, comme les infractions routières. Mais cela n'a pratiquement aucun effet sur les crimes lourds, tels que le viol ou le meurtre. La seule question pertinente n'est donc pas « le coupable a-t-il suffisamment souffert ?», mais « comment faire pour qu'il ne recommence pas ?» Un individu qui sort de prison, même après quelques mois, et se réinsère est une réussite. Un individu qui sort après 25 ans et qui, malgré cela, récidive, est un échec. Le mal causé, dans les cas les plus graves, ne sera de toute façon jamais réparé. Dès lors, la justice ne peut être pensée comme une compensation morale, mais comme une gestion rationnelle de la violence. Alors suspendez un instant votre colère. La justice n'a pas à trembler avec vous. Il faut donc rééduquer, et non devenir soi-même un nouveau bourreau. Les prisons servent d'abord à isoler les individus dangereux des autres citoyens. Mais, dans un second temps, elles doivent être des écoles, non des purgatoires. Lorsqu'un acte de violence est lié à une pathologie psychiatrique, il est pertinent de l'envisager sous l'angle médical plutôt que moral. Une part non négligeable des crimes violents est liée à des troubles psychiatriques, des addictions, des traumatismes. Les approches médico-sociales réduisent la récidive plus efficacement que la seule punition. Que cette formule paraisse belle ou repoussante m'importe peu. Regardez les systèmes pénitentiaires des pays nordiques et comparez-les à ceux des États-Unis. Les taux d'incarcération y sont nettement plus faibles, les conditions de détention orientées vers la réinsertion et les taux de récidive, notamment en Norvège, inférieurs. Les différences de modèles produisent des différences de résultats. Alors oubliez un instant votre colère brûlante pour embrasser une raison plus froide. Certes, les contextes sociaux, culturels et économiques entre les États-Unis et l'Europe du Nord sont très différents. Mais précisément pour cela, il faut comprendre les mécanismes sociaux et psychiques qui poussent un individu à devenir criminel. Non pour excuser, mais pour expliquer et ainsi prévenir. Car personne ne naît naturellement bon ou mauvais. Là encore, il n'est pas question de refuser la morale.
Préférer une société moins violente à une société plus violente est déjà une prise de position morale. Mais il s'agit d'une morale au sens de l'éthique de Spinoza. Une morale fondée sur la raison, l'observation et la compréhension des causes, non sur un commandement absolu, une autorité supérieure transcendante, voire divine. C'est une morale qui cherche à augmenter la puissance d'agir collective, à réduire les passions destructrices et à organiser la coexistence humaine de manière la plus stable et la moins violente possible. On pourrait aussi la qualifier de fonctionnaliste, en ce sens qu'elle considère la morale comme un outil destiné à améliorer les conditions de vie et de survie des sociétés humaines. Elle est enfin conséquentialiste. Elle juge une action à ses effets concrets plutôt qu'à sa conformité à un principe abstrait. L'enjeu n'est pas de punir pour satisfaire un idéal, mais d'agir de manière à réduire effectivement la violence et la souffrance.